L'autre jour, je pensais lancer un jeu banal de gestion de ville. Un truc presque cosy, où tu poses des bâtiments et tu racontes que tout va bien se passer. Sauf que Frostpunk, c'est un jeu où tu dois constamment négocier avec le froid et adapter ta politique pour contenter des habitants qui sont littéralement en train de mourir. Frostpunk, c'est un jeu de stratégie et de gestion de survie. On est dans une dystopie. À partir de 1886, le climat se dérègle violemment, la civilisation s'effondre et des expéditions britanniques partent vers le nord avec une idée très simple, tenir autour de gigantesques générateurs de chaleur. Si vous avez connu This War of Mine, pensez à ces sorties de nuit avec le sac à dos minuscule. Cette sensation, elle est la même parce que c'est le même studio, le même goût pour l'attention pratique, la survie qui se joue à une décision. Sauf qu'ici, ce n'est plus une maison à vider, c'est une ville entière à garder debout. On clique sur démarrer, et tout de suite, Frostpunk fait un truc très simple. Il nous lâche au-dessus d'une vallée enneigée. En son centre, une gigantesque cheminée qui crache de la fumée. On envoie donc des travailleurs ramasser à la main tout ce qui traîne autour du générateur. Du bois, du métal, du charbon. On ne produit rien, on gratte, on récupère, on survit. Et pendant que ça court partout, on fait le truc le moins héroïque du monde. On construit des tentes. 8. Pour loger 80 personnes. 8 tentes, une cuisine et un atelier de recherche. Voilà notre grande vision. C'est pas une capitale, c'est un campement qui essaie d'avoir l'air sérieux. Et là, micro aparté, je pensais vraiment que ça allait être la partie tranquille, la phase mise en place. Vous savez, le moment où le jeu te laisse poser tes fondations avant d'appuyer sur l'accélérateur. Sauf que non, on arrive très vite au premier vrai mur, le livre des lois. Et je dis mur parce que c'est littéralement l'interface qui te dit « Ok, tu veux survivre, tu vas devoir signer des trucs ». Petite règle pas forcément visible au début, une loi signée ne se désigne pas, et le livre t'impose un délai avant de pouvoir en voter une autre. C'est une manière très sèche de dire « Assume tes choix ». Et là, ma tentative de faire une partie parfaite commence. Pas dans un grand discours, dans un choix tout bête. Les enfants. Le jeu te propose la solution pratique, les faire travailler. Et il te glisse presque calmement que ça fonctionnerait. Et comme l'idée ici ce n'est pas de gagner en faisant des choses horribles, on choisit l'autre branche, l'abri pour enfants. Les petits ne vont pas casser du charbon, ils vont aider autrement. Sauf que Frostpunk a un talent. Même quand tu choisis la version gentille, il te le fait payer. Parce qu'une loi, ce n'est pas juste un bonus, c'est une demande. On signe abri pour enfants, et le jeu répond « Très bien, construis-le ». Et si on ne le fait pas dans les temps, le mécontentement monte. Et détail important, choisir les abris, c'est aussi ouvrir l'accès aux lois d'apprentis, celles qui transforment les enfants en petits moteurs de recherche ou de soins. Et même quand les gamins sortent aider, les abris doivent rester opérationnels pour que le bonus existe. Et c'est là que ça devient sournois. Même tes bonnes décisions peuvent se transformer en promesses impossibles. Ok, reprenons plus lentement. Parce que le début de Frostpunk, c'est aussi une leçon de main-d'œuvre. On a 3 types de gens. Les travailleurs classiques pour la majorité des tâches, les ingénieurs pour la recherche et la médecine, et les enfants, selon ce que tu as signé. Et au début, la complexité, ce n'est pas le manque de ressources, c'est le manque de bras. Donc on fait un choix très vite. On prend une technologie de départ qui booste la collecte. Collecte rapide, plus 15% sur l'état de ressources autour de la carte. C'est pas glamour, mais c'est exactement ça Frostpunk. L'optimisation comme réflexe de survie. Et dans la foulée, on découvre un autre truc, les points de collecte. Tu peux mettre 15 personnes par tas un peu partout, ou construire un point de collecte, qui englobe plusieurs tas dans un cercle et te fait économiser du monde. Ça a l'air technique dit comme ça, mais narrativement c'est hyper parlant. La ville n'avance pas parce qu'elle travaille plus, elle avance parce qu'elle apprend à s'organiser. Le point de collecte, en plus d'économiser des bras, a un avantage bêtement médical, c'est un bâtiment chauffable, donc tu fais moins de malades qu'en laissant les gens gratter dehors à main nue. Et là, deuxième loi, on reste sur la branche enfant, mais on sélectionne l'option qui colle à notre objectif humaniste, apprenti ingénieur. L'idée est simple, les enfants aideront à la recherche, sans se briser le dos dehors, et ça accélère la technologie. Un seul abri rempli, c'est déjà assez pour atteindre le maximum du bonus sur un atelier, et ça ne se cumule pas sur le même bâtiment. Du coup, tu te retrouves à placer tes abris comme des modules de productivité. Pendant qu'on fait ça, on doit choisir la prochaine recherche. Et là, on arrive à un truc qui ressemble à une obligation déguisée, le phare. Le phare, c'est le moment où la ville cesse d'être un point fixe. On envoie des éclaireurs, avec un ballon, explorer les terres gelées. Le but officiel, retrouver et secourir les gens restés derrière le convoi. Le but officieux, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tout est vide. Mais ça, on y reviendra. Pour l'instant, on fait ce que le jeu veut. On accumule, on pose plusieurs points de collecte, on vide la zone de départ, on essaye d'avoir une base de ressources avant que la courbe de difficulté ne commence à se durcir. Et c'est là qu'arrive la loi la plus dissonante au début, le quart d'urgence. C'est littéralement faire tourner un bâtiment 24 heures d'affilée à partir du moment où tu cliques sur le bouton. Ça veut dire la nuit n'existe plus, la recherche continue, la production continue. Et toi, tu grattes du temps comme si c'était une ressource. Sauf que le mécontentement prend une claque, et si tu commences à en abuser sur des bâtiments, Frostpunk finit par te rappeler que le corps, lui, a une limite. Donc on la vote, comme on signe un truc qu'on espère ne jamais devoir activer, parce que, en vérité, ce vote débloque surtout la suite, l'écart étendu.
Tu passes de la journée normale à une journée longue, genre 14 heures au lieu de 10, bâtiment par bâtiment, pour gratter des heures sans appuyer sur le bouton qui met la ville à cran. Et là, le jeu te fait ressentir un truc très précis. Tu n'es pas en train de choisir entre bien et mal, tu choisis entre mal maintenant et mal plus tard. Et le plus troublant, c'est que tu te surprends à appeler ça raisonnable. Pendant ce temps, autre problème qui grandit en silence, la nourriture. On a une cuisine, ok, mais il faut des vivres pour la faire tourner. Donc on pose un poste de chasse, et on cherche un rendement meilleur avec des équipements de chasseurs. C'est la première fois qu'on sent la ville basculer vers une routine. Journée de travail, recherche, rationnement, soins, et on recommence. Sauf que cette routine est construite sur une horloge, et l'horloge, c'est la météo. Parce qu'au coin de l'écran, le jeu te montre l'avenir, et l'avenir, c'est un chiffre, une température. Plus tard, tu débloques les relais de chaleur, et un point intéressant, c'est leur minuterie. Tu peux les décaler sur les heures de travail, sur l'écart étendu ou en continu. Et comme les zones de chaleur ne se cumulent pas, chaque chevauchement, c'est du charbon brûlé pour rien. Début du jour 4. La température tombe de 2 niveaux. On commence la journée à moins 40. Et là, on a ce moment très bête, très humain. Ah oui, des tentes en chiffon, à moins 40 degrés, c'est ridicule. Et c'est exactement ce que Frostpunk veut. Que tu vois ton propre optimisme se faire écraser par la physique. Et c'est à ce moment-là que le jeu te force à penser comme un chef, mais pas dans le sens stratégie. Dans le sens, ok, qu'est-ce qui va casser en premier? La chaleur, c'est la mécanique centrale. Les bâtiments ont des niveaux. Confortable, froid, très froid, gelé. Et plus on descend, plus des gens tombent malades, jusqu'aux gelures et aux amputations. Et si un lieu de travail est gelé, il devient tout simplement inutilisable, donc on comprend une règle horrible. Le froid ne tue pas seulement, il t'empêche de te défendre. Là, Frostpunk bascule presque en simulateur thermique, avec des seuils plutôt qu'un simple bonus confort. C'est la même obsession que dans Oxygen Not Include, quand tu réalises que la température n'est pas un décor, mais un système qui infiltre tout. Et là, on est encore au tout début, on n'a pas perdu, on n'a pas vécu la grande horreur du jeu, on est juste devant une première marche. Mais cette marche dit déjà tout. Si on ne renforce pas les logements, si on n'améliore pas le générateur, si on prépare pas la ville à encaisser, on ne tiendra pas. Donc on serre les dents, on regarde les tentes, on regarde la prévision. Et on se dit ok, on n'a même pas vraiment commencé, et pourtant on est déjà en train de choisir quel morceau de nous-mêmes on est prêt à abîmer pour tenir jusqu'à demain. Bon, là, on sort de la phase, on installe des tentes et on espère. Et on entre dans la phase, ok, c'est notre quotidien maintenant. On démarre le jour 5. Et là, j'ai un premier réflexe de bon leader. Les éclaireurs trouvent un groupe perdu, une trentaine de personnes. On peut les escorter, tout le monde arrive vivant. Mais ça bouffe du temps d'exploration. Sinon, on les laisse se débrouiller, et certains mourront. Du coup, évidemment, on escorte. Pendant que les éclaireurs escortent, je tryhard la production. Dans ma tête, ça devient une chaîne. Bois en entrée, acier au milieu, charbon en sortie. Et toi, tu joues au petit comptable de flux. On pourrait presque y voir une dimension Factorio. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Factorio. On cherche la scierie pour tirer du bois des arbres gelés, et on vise des pompes à charbon pour aller chercher le charbon dans le sol, parce que la logique veut que, si je renforce le générateur, je vais consommer plus. Et si je consomme plus, je dois produire plus. C'est simple, sauf que simple ne veut pas dire facile. Parce que l'autre courbe qui monte, pendant ce temps, c'est la maladie. Et là, j'ouvre une nouvelle loi, traitement radical. Et là, Frostpunk arrête de jouer au médical comme un menu de statistiques et te force à regarder ce que ça veut dire. Soigner dans une ville qui n'a pas les moyens. Parce que les gravement malades, au début, tes postes médicaux ne savent pas vraiment les gérer. Soit tu les gardes en vie et ils te bougent des lits, soit tu acceptes l'option violente. Traitement radical, c'est ça. On tente de les sauver à tout prix. Chirurgie, amputation s'il faut, et une partie d'entre eux ressort guéri, mais amputé. Tu récupères des places et des gens vivants, mais tu crées une nouvelle catégorie de citoyens, des gens qui ne meurent pas, et qui ne peuvent plus bosser tant que tu n'as pas de quoi les prendre en charge, ou les équiper. Et c'est exactement là que le jeu te plante son thème dans la gorge. Tu peux vouloir sauver le monde, oui, mais Frostpunk te demande comment, et surtout ce que tu es prêt à fabriquer en sauvant. Pas juste des survivants, des conséquences, des corps. On arrive au jour 8, et là, premier vrai coup de théâtre mécanique. Une promesse brisée. Le jeu te fait un truc très vicieux, il te demande parfois de promettre des choses à ton peuple. Et toi, tu dis, ok, facile, je promets de chauffer toutes les maisons. Sauf que, une maison est hors de portée du chauffage, une seule. Et là, tu regardes ton plan circulaire, tes zones de chaleur, tes relais, et tu comprends que tu viens de te faire piéger par la géométrie. Les bâtiments, en plus, sont posés sur une grille radiale qui peut légèrement te tordre les placements selon ce qu'il y a autour. Résultat, promesse rompue, mécontentement qui grimpe, et surtout, l'espoir qui prend une claque encore plus violente que si j'avais refusé de promettre. Game design extrêmement clean, le jeu t'apprend que l'espoir n'est pas une ressource qu'on gagne, c'est une ressource qu'on risque. Et moi, à ce moment-là, je suis là, ok, d'accord, message reçu. On va arrêter de faire le malin avec des promesses globales. Le même soir, un truc arrive qui ressemble à une solution miracle, un automate. Un automate, c'est littéralement un ouvrier qui ne dort pas, ne tombe pas malade et ne se plaint jamais. Donc évidemment, je le mets là où ça compte, sur le charbon.
En mécanique pure, le truc est encore plus absurde. Un automate va régulièrement se recharger en vapeur au bon endroit, et tu ne le vis même pas comme une perte de productivité. Et si tu veux en fabriquer d'autres, chaque automate te coûte encore à vapeur. Donc tu mets littéralement une ressource rare dans une paire de jambes en métal. Et pendant que l'automate pompe son charbon, les éclaireurs, eux, tombent sur quelque chose de pas normal. Une mine de charbon automatisée, vide, intacte et silencieuse. Tu peux la transformer en poste avancé, tu peux t'en servir. Mais moi, je regarde les cœurs à vapeur et je me dis, j'en aurai besoin plus tard. Donc je démonte la mine, je récupère les cœurs. Parce que dans cette partie, je veux centraliser l'industrie dans la ville. Pas d'avant-poste, pas de dépendance extérieure. Et au moment où je me félicite d'être stratégique, les éclaireurs aperçoivent une ville, au loin, un générateur éteint, Winterhome. Donc oui, on lance l'expédition, et pendant qu'il marche, moi, je fais l'autre partie du jeu. La partie où tu construis une civilisation avec une main-d'œuvre qui n'existe pas. Parce que ça, c'est toujours un mur, on manque de gens. Tu peux ouvrir des postes, prévoir des chantiers, lancer des recherches, mais si tu n'as pas de bras, tu as juste des beaux projets gelés. Alors je fais un truc un peu capitaine, je prépare des postes de chasse à l'avance, même sans pouvoir les remplir, juste pour être prêt quand les prochains survivants arriveront. Et là, on tombe sur un observatoire. Pas d'astronomes, juste des cadavres et des survivants de notre convoi, perdus, qui racontent qu'ils ont trouvé tout le monde mort de faim. Et surtout, un journal, une note. Un truc griffonné par des gens qui regardaient le ciel pour comprendre le monde et qui ont fini par comprendre un truc pire. En gros, ce n'est pas juste de la pollution volcanique, le soleil lui-même est en train de s'éteindre. Je paraphrase parce que le texte exact m'a surtout laissé une sensation, celle d'un monde où la nature n'est pas hostile, elle est indifférente. On est sur une planète mourante. Et ça, c'est un thème qui s'ancre, on n'est pas en guerre contre le froid, on est en train de négocier avec une extinction. Pendant ce temps, retour en ville, on se modernise, pas pour être bien, pour ne pas mourir. On construit une mine de charbon avec nos premiers cœurs à vapeur. On améliore les recherches sur l'efficacité, parce que je ne veux pas un générateur héroïque, je veux un générateur stable. J'investis à fond dans la technologie, avec plusieurs ateliers, parce que j'ai compris un truc. Dans Frostpunk, la science, c'est ton vrai chauffage. Et là, on commence à toucher à un confort qui ressemble presque à de la décence. Les tentes deviennent des baraquements. Et ça a l'air petit, mais c'est énorme. Parce que ça dit au peuple, on ne campe plus, on vit. Et le détail que j'adore, on peut améliorer sans démolir, comme si le jeu te laissait, pour une fois, réparer quelque chose sans tout casser avant. Sauf que la maladie, elle, ne te laisse jamais réparer sans casser. À un moment, on a un patient qui refuse qu'on lui coupe la jambe. Il préfère mourir que d'être amputé. Et là, je suis devant un choix qui résume tout. Est-ce que je respecte sa volonté, ou est-ce que je prends la responsabilité de le sauver malgré lui? Je choisis la responsabilité. Je lui dis « je ne te laisserai pas mourir ». Et c'est là que Frostpunk te renvoie ta propre phrase comme un boomerang. Sauver quelqu'un, parfois, c'est lui prendre quelque chose. Alors je promets une prothèse. Ok, reprenons encore plus lentement. Parce qu'à ce stade, la ville commence à ressembler à une machine. Et comme toutes les machines, elle a des engrenages qui grincent. On améliore la puissance du générateur pour gagner un niveau de chaleur partout, mais ça double la consommation de charbon, donc il faut doubler la collecte. Et là, tu commences à vivre dans une équation permanente. Plus tu chauffes, plus tu creuses, plus tu fatigues les gens, plus ils tombent malades. Plus tu as besoin de soins, donc plus tu as besoin de chauffage. C'est un cercle, et c'est un cercle qui se referme lentement. Heureusement, on sauve des gens, beaucoup. Des survivants qui cherchaient Winterhome, perdus dans un grand convoi, je les ramène. Une colonie d'exilés, je les ramène aussi. Et à chaque fois, c'est la même sensation. Je ne peux pas ressusciter les morts, mais je peux refuser d'en ajouter. Donc on construit, encore, de nouveaux logements. Un district entier de chasse, parce que plus de bouches, c'est plus de famine potentielle. Et là, petite note de game design. Les serres existent, oui, mais elles coûtent des cœurs à vapeur. Et moi, les cœurs, je les vois déjà ailleurs. Et puis, on approche de Winterhome. Et là, on tombe sur un truc qui te glace différemment du froid. Des réfugiés, près de sources d'eau chaude. Vivants, déglingués. Quand on leur demande comment ils ont évité la faim, ils détournent le regard. Ils murmurent des trucs. Et tu comprends. Tu comprends sans que le jeu te fasse en exposer. Tu comprends parce que Frostpunk est très fort pour te laisser combler les vides. Et parce que ton cerveau est très fort pour te donner la pire réponse possible. Je ne les juge pas. On les ramène quand même. Parce que si je commence à haïr les gens selon ce qu'ils ont fait pour survivre, alors je suis déjà en train de perdre. Et Frostpunk enchaîne, évidemment, en te mettant une nouvelle mécanique, les londoniens. Une nouvelle barre, un nombre, une tendance. Plus l'espoir s'effondre, plus des citoyens se mettent à vouloir partir pour Londres. Pas par courage, par peur. Parce qu'après Winterhome, certains sont convaincus qu'ici c'est une lente condamnation, et que rester, c'est juste attendre son tour. Et quand l'idée du départ prend, ça devient concret, presque mécanique. Ils commencent à préparer leurs sacs, à se regrouper, et à prendre des vivres au passage, des rations pour la route. Comme si la suite était déjà une survie parallèle, organisée contre ta ville. Londres, c'est pas une destination, c'est une idée. Le dernier endroit qu'ils s'autorisent à imaginer comme vivable, même si au fond, tu sais très bien que ça ressemble plus à un tombeau qu'à un refuge. Donc oui, c'est un suicide collectif. Et c'est là que je me surprends à penser comme le jeu veut que je pense. On ne peut plus se permettre d'erreur. Alors j'ouvre la branche de but, et je choisis la foi.
Parce que mécaniquement et narrativement, la foi ici c'est une colle sociale, un truc qui maintient les gens ensemble quand la logique te dit de partir. Donc on construit notre première maison de prière, on fait des sermons, des petites cérémonies, et l'espoir remonte. Et ce n'est pas juste du décor, la foi demande carrément d'en construire 2, et ça te débloque l'action serment, un petit bouton de gestion sociale avec un délai avant de pouvoir le relancer. C'est de la gestion morale, au même titre qu'un réseau d'eau, sauf que là, l'infrastructure, c'est la foi. Pendant que je tiens les londoniens avec de l'espoir, les terres gelées continuent de me tester. Une grotte, des ours polaires, des survivants coincés, et une décision à 50-50. Soit ça passe, soit mes éclaireurs vont mourir. Mais je tente. Parce que je refuse de laisser des gens se faire déchiqueter dans l'ombre pendant que ma ville prie pour l'unité. Et ça marche, on les ramène. On arrive au jour 10. Et oui, on a avancé. Logement amélioré, chasse organisée, générateur renforcé, espoir qui tient. Donc ce milieu de partie, c'est ça. Une ville qui commence à ressembler à une vraie ville, sur un monde qui commence à ressembler à une fin. Et le pire, c'est que je le sens. Si je veux garder ce chemin propre, je vais devoir résister à des solutions faciles. Des solutions qui marchent, mais qui changent ce qu'on est. Parce que là, on est encore ensemble. Espoir haut, mécontentement bas, mais pour combien de temps ? Là, on arrive au moment où le jeu te montre un panneau géant. Voilà ce que tu peux devenir. Et ce panneau, il s'appelle la ville de Tesla. Un lieu que tu découvres au bout de l'exploration, planté là comme une carte postale d'une autre façon de survivre. Sur le papier, c'est moderne, une colonie qui a tenté de remplacer la chaleur par la technologie. Au centre, une tour, et autour, une espèce de dôme électrique qui grésille au-dessus des rues, comme si la ville s'était mise sous cloche pour tenir face au froid. Sauf que, y a des corps brûlés dans les rues, et tu comprends pourquoi en 2 secondes. L'électricité n'est pas un bouclier, c'est une arme. Envoie un éclair partir de la tour, frapper une maison, laisser une entaille noire dans le toit. Ça te dit tout. Ici, tu peux être protégé, et mourir quand même. Et là, le jeu te propose encore un choix. Soit j'envoie mes éclaireurs tenter de désactiver la tour, avec un vrai risque de les perdre, soit je ravale ma curiosité, je recule, et je garde mes gens en vie. Et moi, je connais déjà le piège. Parce que dans ce récit-là, j'ai tenté plusieurs fois, et à chaque fois, ça s'est fini pareil. Des éclaireurs morts pour une vérité qui ne les réchauffe pas. Donc je fais le truc le moins héroïque possible. Je m'éloigne. Pendant ce temps, en ville, ça s'accélère. Bonne nouvelle, une recherche médicale aboutit. Résultat, moins d'amputations en cas de froid extrême. Je pousse l'arbre technologique vers le niveau 3, parce que je sais où on va, vers des températures qui ne pardonnent pas. Je fais une cérémonie au temple, l'espoir remonte, je respire 2 secondes, et là, le jeu remet ses gants. Vol de nourriture. Des londoniens extrêmes commencent à piquer des rations pour préparer leur départ, et là le gameplay te pousse très fort vers une loi. Les gardiens de la foi, la force, la punition, la solution simple. Sauf que je sais ce que ça déclenche derrière. Je sais que c'est une pente où tu te dis juste un peu, puis juste encore une fois, et à la fin t'as une ville debout, mais plus personne à l'intérieur. Donc je ne fais rien. Et oui, c'est frustrant. C'est injuste, mais je refuse de répondre au feu par le feu. Parce que sinon, je donne raison aux Londoniens, je deviens le mauvais leader qu'ils décrivent. Du coup, je fais ce que Frostpunk m'a appris à faire. Je prépare la tempête en silence. Entre les jours 17 et 19, j'agrandis, je densifie, j'améliore l'industrie. Je construis des logements, des hangars de chasse, je lance la fabrication de prothèses. Et ça, c'est un détail que j'adore. Les amputés veulent aider. Ils demandent des prothèses simples, juste pour redevenir utiles. Et moi, je dis oui. Parce que ça remonte l'espoir, mais surtout, ça leur rend leur place dans la ville réelle. En parallèle, je pousse la recherche au niveau 4, et je prends la meilleure aciérie possible, parce que mon plan est clair, des automates et des maisons renforcées pour encaisser ce qui arrive. Je regarde les chiffres, et je me dis, ok, on a construit quelque chose. 400 citoyens, 16 lois, la faim et la maladie sous contrôle. L'espoir presque au maximum. C'est le moment où tu crois que tu vas y arriver. Et puis, la tempête. Le jeu te donne un nouvel objectif, un seul mot, presque insultant de simplicité, survivre. Tout ce que j'ai construit devient un bunker, tout ce que j'ai évité devient une tentation. Les températures tombent à des niveaux absurdes, genre moins 90, et pire encore, les hangars de chasse deviennent inutilisables, plus personne ne sort chasser. La nourriture stockée doit suffire, les gens tombent malades en masse, j'ai des dizaines de malades, puis des centaines qui gèlent, et des gens en risque grave. Je fais un truc simple. Je retire les humains des mines de charbon. Je laisse les automates, parce que j'ai déjà vécu le scénario où la mine s'effondre, où tu dois envoyer des volontaires se sacrifier pour garder le charbon. Et moi, dans cette run, je refuse d'offrir des vies au générateur. Je déclenche la surcharge du générateur. Elle te donne juste un niveau de chaleur en plus, en échange d'une jauge de stress qui grimpe. Si cette jauge monte à 100%, ça finit en explosion et en écran de fin. Donc tu joues littéralement avec un fusible géant. Le stress monte, je coupe, je rallume. À un moment, les postes médicaux débordent, même ceux qui sont trop froids pour être décents. Il y a des malades sans traitement. Et je fais tourner la fabrique de prothèses comme si c'était le dernier truc humain qui me restait. On ne va pas juste survivre, on va réparer ce qu'on peut encore réparer. Et puis on atteint un point où même la surcharge ne sert plus à grand chose. Moins 150 degrés. Le monde se fige. La ville retient son souffle. Et moi, je suis là, dans ma tête, à écrire une note imaginaire, comme un capitaine fatigué. J'ai tout essayé. Peut-être que j'aurais dû franchir des lignes. Peut-être que j'ai échoué. Sauf que, on ne meurt pas.
On tient, on survit. Et quand la tempête retombe, Frostpunk ne te donne pas vraiment une médaille. Il te laisse avec un silence bizarre, comme après une dispute où tout le monde est encore là, mais plus tout à fait pareil. Parce que oui, on peut gagner, on peut tenir, on peut faire tourner le générateur, garder l'espoir au-dessus du gouffre, empêcher la ville de se déchirer. Mais le jeu ne s'arrête jamais à la question « est-ce que tu as survécu ?» Il te demande plutôt « qu'est-ce que tu as accepté de devenir pour que ça survive ?» C'est là que je repense à tout ce que le jeu m'a montré comme des miroirs. Winter Home, c'est le futur si tu joues en pilote automatique, si tu t'endors dans tes propres compromis. Tesla, c'est l'autre tentation, la pure efficacité, l'intelligence froide, le tri des utiles et des inutiles. Et au milieu, il y a ma ville. Une ville qui essaie de rester une communauté, pas juste un organisme qui mange du charbon et recrache des survivants. Ce qui me hante, c'est que Frostpunk rend la morale très concrète. Ce n'est pas un débat dans le vide, c'est une promesse à tenir, une jauge qui tremble, une décision qui se peint en maladie, en imputation, en colère. Le froid n'est pas un décor, c'est un juge. Il ne te juge pas sur tes intentions, mais sur tes conséquences. Alors évidemment, ça dépasse le jeu, parce qu'on vit tous, quelque part, avec ces mêmes arbitrages déguisés, confort contre coup, nécessaire contre acceptable, aujourd'hui contre demain. Et Frostpunk te force à regarder ça en face, ça en grand discours, juste avec une ville qui respire difficilement autour d'un cœur de métal. Et je crois que c'est pour ça que ça marque. Enfin, voilà. Frostpunk, en gros, c'est ça.